Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Comedy is not dead, la radio de la résistance pendant le confinement où les humoristes peuvent quand même s'adresser à vous. Je suis comme d'habitude accompagné de mon acolyte Jérémy Croza. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que ça va dans la broie? Ça va, et toi? Toujours confiné? Toujours, bouge pas. Ouais, on n'a pas encore la possibilité de sortir. Et pour cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir un homme de radio, un humoriste et un barbu comme nous, Yann Marguet. Bonjour Yann. Bonjour. Donc on enregistre toujours en public, avec les conditions du confinement. Comment vas-tu dans ce confinement qui commence à s'assouplir ces jours justement? Oh bah écoute, ça va. Je dois dire que j'ai vite trouvé mes marques. Notamment en renouant. Ça faisait un moment que j'avais rompu avec et j'ai renoué avec l'univers merveilleux du jeu vidéo. Donc, ça aide, hein. Donc ça a pas mal aidé. Sinon quoi, j'étais quand même un petit peu actif au début, dans une espèce de volonté moi je pense déjà de m'auto-rassurer et puis d'utiliser un peu. Je sais pas ce que vous avez fait vous, mais j'ai l'impression qu'on avait un petit rôle à jouer. En fait, tout le monde dans cette société a un petit rôle à jouer en mettant à profit ses skills pour essayer de motiver les troupes. Mm-hmm. Donc j'ai fait quelques trucs au début et puis un peu comme d'habitude, dès que j'ai eu le sentiment que on m'avait assez vu, j'ai pris un peu de recul. Mm-hmm. Et puis en termes d'activité quotidienne, on a vu que tu faisais tes chroniques à la maison, comme maintenant, ouais, ce podcast. J'ai reçu ça. Oh, le magnifique micro. Alors évidemment, nos auditeurs le verront pas, mais c'est du très très beau matériel. Alors pour la petite histoire, il se trouve que tous les trois, on s'est croisés il y a déjà fort longtemps, quasiment 2 ans et demi. Ouais. C'était backstage au No Name. Yann, toi, tu venais de finir l'enregistrement de la première émission de Mauvaise Langue. Putain. Ouais, ça remonte à un certain temps. Et puis nous, juste après, au même endroit, nous, on faisait un open mic. On montait sur scène. Moi, il se trouve que c'était ma première scène. Et on s'est croisés et à ce moment-là, tu nous as dit « Ah ouais, moi alors, avec un micro, des milliers d'auditeurs, il n'y a pas de souci, mais en live, devant des gens, jamais de la vie. » Et 2 ans plus tard... premier truc aussi. Excuse. Et 2 ans plus tard, il se trouve que tu as un spectacle qui a affiché complet en l'espace de une demi-heure, 1 heure à peu près, quand les places ont été mises à disposition. Et que tu fais tourner, Covid mis à part, que tu fais tourner un peu partout en Suisse romande. Et comment tu es passé entre jamais de la vie et allons-y. C'était pas jamais de la vie. Je devais avoir, quand on s'est croisés ce jour-là, je devais avoir une expérience à mon actif. Tu avais déjà joué au crash test. Voilà, ce crash test de Frédéric Rosio. Mais c'est vrai que cette première de Mauvaise Langue, c'était pas loin d'être ma 2e expérience en public. Donc j'étais un petit peu fébrile, si je me rappelle bien, quand on s'est croisés. Enfin, en tout cas, assez soulagé quand on s'est vu. Mm-hmm. Mais je disais pas non, si tu veux, à la scène, mais c'était plus... Ce qui est bizarre, en fait, c'est que moi, je suis arrivé là-dedans un peu de manière particulière. C'était que j'étais au chômage. C'était Blaise Berzinger qui bossait à Rouge FM à l'époque, qui m'avait proposé d'être auteur pour la matinale de Rouge FM, ce que j'ai fait pendant, je pense, peut-être 1 an avant de prendre une case que lui avait laissée, puisqu'il n'en pouvait plus de se lever tous les matins à 4h30 depuis 1 million d'années. Donc ça, c'était tes débuts de radio, en fait. C'était déjà quand même pas mal avant le début de la scène. Ça, c'est en 2000. Ça doit être en 2015. Okay. Et puis, en fait, il y a eu 7 années d'auteur. Après, donc, un peu comme ça. Enfin, comme ça m'est tombé dessus avec l'écriture, ça m'est tombé dessus qu'on me dise « Ah bah, Blaise, libère un jour ». Donc, on cherche quelqu'un pour remplacer. Puis, j'ai commencé à faire des chroniques.
Et puis c'est vrai que c'était à la rentrée suivante, j'avais dû faire une dizaine de chroniques audio. À la rentrée, on a commencé à suivre cette mode des vidéos. Et puis après 3 vidéos, j'avais, ou 4, je sais plus, j'avais Fred Recrotio justement qui m'avait contacté, qui m'avait dit qu'il aimait bien et que si un jour je voulais faire de la scène, il était motivé à m'aider. Ah, déjà. Donc c'est là un peu que, je sais pas, ça m'a un peu pris de court, parce qu'il y a tellement rien qui était calculé que je me suis dit, attends, je sais déjà pas si je vais tenir 2 mois, tu vois, donc je galère déjà, parce que je pense que, comme moi, vous avez remarqué que notre métier... c'est pas un modèle de stabilité. Puis surtout passer... moi, je sais pas, quand je me suis mis à faire des chroniques, j'avais l'impression d'avoir 30 ans d'idées derrière moi, pouvoir décliner petit à petit pendant les années à venir. Et puis, après 5 chroniques, je me suis rendu compte que j'avais déjà tout mis. Et que c'était un peu là que le métier d'humoriste commençait vraiment, tu vois. Et donc, faire de la scène à cette époque-là, c'était pas envisageable. Après, comme je pense... La façon dont je me suis mis là-dedans a été faite de manière non calculée. J'ai une espèce de... C'est un peu un truc qui gouverne un peu ma vie maintenant. C'est que je me lance pas dans les trucs si j'ai pas une idée. Donc, je voyais pas ce que j'avais à dire sur scène pendant longtemps. Après, dans l'intervalle, j'ai rencontré Vincent Saguer de Plus One, qui est devenu mon agent, et puis lui qui a d'abord fait un travail vraiment d'agence, de regarder les cachets, les quelques petits trucs que je faisais par-ci par-là, c'était lui qui gérait, il répondait aux mails, mais c'était pas grand-chose. Et puis comme c'est quand même un producteur, un jour il m'a dit, bon, c'est bien joli les chroniques par-ci par-là, hors de ton contrat de travail à la RTS, mais peut-être à un moment il va falloir songer à prendre une ampleur supplémentaire. Et puis là aussi, on en a parlé, je pense, il y a 3 ans. Et puis, c'est qu'une année et demie, 2 ans après, que je me suis dit, bon, tiens, là, maintenant, j'ai l'impression que je sentais la fin des orties arriver. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire un truc en lien. Et l'idée de la longue ortie sur scène a commencé à fleurir dans mon esprit. Puis je me suis dit, tiens, là, maintenant, j'ai une idée. Et puis, c'est seulement il y a 2 ans qu'on a topé la main, quoi. Okay. Et puis, une fois qu'on avait topé la main, j'avais une date de première. Et puis, j'avais à peu près un petit peu moins d'1 an pour être prêt. Et puis, je savais que quand tu topes là avec le boss d'Opus One, t'as meilleur temps de livrer, quoi. Et je suis content finalement d'avoir eu cette date de livraison, parce que c'est vrai que c'est un truc, j'ai l'impression, dans ma nature, qui fait que j'aurais volontiers repoussé encore quelques années. Donc tu prêches à des convaincus là en la matière, je pense que... oui, et puis je trouve que c'est une corde à son arc de l'avoir fait, et de pouvoir dire maintenant, je vois maintenant plein de gens qui sont comme moi à l'époque. Et puis de pouvoir leur dire, maintenant mon gars, tu auras de toute façon les jetons tout du long, et tu te sentiras comme une merde à beaucoup d'occasions, mais si t'as pas le pied à l'étrier et puis une petite obligation de livrer, ça va être dur de le faire, quoi. Alors ça, c'est clairement un bout, l'expérience que j'ai pendant ce confinement, c'est que en fait ça a supprimé quasiment toutes les deadlines créatives que j'avais pendant pendant les mois qui viennent. Plus de scènes, plus de rien du tout, et du coup écrire devient vraiment super compliqué, d'autant plus qu'il se passe pas grand chose, puis que honnêtement écrire des blagues sur le coronavirus alors qu'elles ont déjà quasiment toutes été faites, ça m'emmerde un peu. Du coup le fait d'être un peu suspendu comme ça aide vraiment pas au niveau de la créativité. Je pense que la deadline a une vertu à ce niveau-là qui est pas agréable sur le moment, mais... Moi, j'ai une question. J'ai une question d'ailleurs, vu que tu as vendu tes billets plus vite que le Paléo, est-ce que tu avais déjà vendu tous tes billets avant que le spectacle soit fini ? Ah oui, clairement, ouais. Moi, j'avais quasiment rien quand on a vendu. Enfin, j'avais la trame, si tu veux, j'avais le concept.
mais pas beaucoup plus. Après, comme je suis assez pragmatique, je sais pas, moi, il y a un peu rien qui m'étonne, mais pas dans le sens où je m'y attends, mais plus de, je sais pas, ça arrive, et puis c'est comme ça. Donc, ça m'a pas... Je me demandais beaucoup si ça me foutait la pression. J'ai pas ressenti une pression monstre en voyant ces billets. Je me suis juste dit, c'est l'occasion de faire du bon boulot. Mais non, j'avais rien à ce moment-là. Je crois que dans le processus... Bon, après, c'est assez dingue, le processus créatif, parce que je me rappelle, je me suis mis à bosser avant la vente. C'est-à-dire que, en fait, on a dû dire qu'on le faisait quelque chose comme en juin 2018 pour début 2019. Donc moi j'avais déjà réduit mon contrat à l'RTS, j'étais à 80, je suis passé à 40 parce que je me suis dit que ça allait être difficile d'écrire un spectacle en ayant du taf 4 jours par semaine. Et à la rentrée... C'est possible. Oui, j'imagine, mais après je suis pas vraiment pour la... Enfin, autant je suis pour la deadline et pour la flip, un petit coup de flip, mais j'ai pas l'impression que forcément de belles choses naissent de la production dans l'urgence. Donc, et dans la fatigue. Donc, j'ai préféré m'organiser différemment. Et puis, j'avais 40% à la radio. J'avais déjà un bureau, un working space que je louais pour la rentrée en septembre. Donc, c'est-à-dire que en gros, c'est le premier lundi de la rentrée de septembre 2018, dès Potron-Ménage, j'étais dans le bureau, devant mon ordi, vierge. Et puis, ce qui est amusant, je trouve... Et à ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête de se mettre devant un écran vide et se dire, dans quelques mois, je dois avoir un spectacle? Je sais pas, parce que c'est tellement long, je trouve. Enfin, tu vois, tu me dirais, tu l'as écrit en combien de temps? Je te dirais en 4 mois, même pas en 3 mois. Par contre, le processus a duré presque 1 an. C'est-à-dire qu'il faut le temps d'accuser le coup et de se dire ça y est, je vais le faire. Après, tu as justement ce moment dans le bureau où tu es là comme une merde. C'est Vincent Cuchel qui me prêtait son ancien bureau de coworking. Et puis, je sais pas, je me rappelle, il y avait des merdes sur le bureau, il y avait une petite longue vue, tu sais, un peu de pirate. Et je sais pas, mais le nombre de fois où t'as rien sur ta feuille, tu te fais 100 vidéos YouTube, après, tu t'y remets, tu vois cette petite longue vue. Putain, ça pourrait être quand même vachement fun de regarder par la fenêtre avec la longue vue. Et tu fais un time-lapse de ces journées qui est vraiment une merde, quoi. Tu fais n'importe quoi, je sais pas, tu te branles 12 fois, enfin, ça n'a aucun sens. Et puis, mais pourtant, les premières lignes, je me rappelle, les premières lignes qui sont restées dans le spectacle, je les ai écrites en décembre, quand on est allé à Champéry avec Wiesel, on s'était loué un chalet pendant 3 jours, et puis on se prenait des caisses, et puis la journée, on l'écrivait. Et puis les premières lignes qui sont restées, c'était fin décembre, tu vois, ou même début janvier, un truc comme ça. Mais pour autant, j'ai pas du tout l'impression que les 3 mois ou 4 mois qui ont précédé ont été inutiles. Mais par contre, ils étaient déconstruits, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même hyper important d'avoir ces moments où tu t'avances pas, en fait, où tu te remets en question, et forcément il y a des trucs qui fleurissent dans ta tête, mais en fait les idées, c'est fascinant, je trouve, la façon dont ça se passe, tu vois, moi maintenant j'ai une voix off dans mon spectacle qui fait un peu le lien entre les sujets. On a eu la chance d'avoir la voix off le mec français qui fait la voix off officielle de Morgan Freeman. Et puis ça, c'est un truc, un jour, la première occurrence de ça dans ta gueule, c'est de voix off. Pourquoi pas?
Ok. Voilà. Ouais. Et On sait puis, pas d'où ça vient en fait. oui, puis 6 mois après, c'est la voix de Morgan Freeman qui fait qui fait tes bacs, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, et tout est comme ça. À chaque étape, c'est comme ça. C'est des petits trucs. Le nombre de merde aussi que t'écris pour rien et qu'après, tu vas couper, surtout avec la méthode Recrosio qui consiste à écrire 14 fois la dose nécessaire pour en garder une portion. Oui, mais tu vois, pour Donc, moi, ça c'est en termes de processus d'écriture d'un spectacle, c'est quelque chose qui est assez étonnant pour moi dans le sens que c'est un spectacle qui a été écrit d'un bloc et qui a été présenté tel quel. Parce que pour moi, enfin, alors c'est certainement des méthodes de travail voilà, différentes, mais moi je teste des blocs sur des scènes ouvertes, sur des machins, sur des trucs, et je réadapte les morceaux, puis ensuite le spectacle il est constitué quelque part d'une. Bah, il y a une trame narrative sur lesquelles les morceaux déjà testés vont se ouais, ouais. greffer. Mais du coup, quelque part, par morceau, le spectacle a déjà été un peu testé et validé avant d'être présenté en tant que spectacle sur scène. Ouais, Euh, ouais. et là, euh, et là, c'est un petit peu, enfin, de mon point de vue, un peu un plongeon dans le vide, quoi, de se dire, ok, ben la première, c'est 1 heure plus Mais, de texte que peu de monde ont entendu, que mais- aucun public n'a entendu. Bah, moi, c'est comme ça. Attends, vas-y, ouais. Non, mais je veux dire, justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était tout le temps comme ça. Bah C'est oui. que depuis maintenant qu'il y a des scènes un peu on peut tester, mais avant, c'était tout le temps comme ça. Ils écrivaient leur heure et demie, puis c'était go, quoi. Oui, puis pour moi, c'était comme ça, surtout. C'est-à-dire que ma méthode, chaque ortie que je faisais, qui était quand même. Parce que tu vois, t'as le spectacle en soi, qui est une pièce d'1 heure et demie, là, en l'occurrence, mais pour moi, chaque ortie, c'était déjà quand même des chroniques. À la fin, on tapait dans les 8 minutes. Et puis, j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été un. Alors après, évidemment, c'est pas de la scène, donc les réactions, tu peux pas sentir le rythme comme tu le sens quand t'as des gens qui rient en live. Mais en tout cas, ma méthode, c'était toujours de partir de rien et de faire un truc. Donc j'ai du mal à. Et comme en plus j'appréhendais la scène, ce côté un peu aller tester, j'en avais parlé un petit peu, de peut-être tenter des bouts par-ci par-là, mais plus j'avançais, plus j'ai l'impression que. Bah, en fait, quand tu fais 1 heure et demie comme ça d'un coup, ça rend un petit peu le découpage un petit peu difficile. Donc je sais pas trop quoi aller tester, comment le vendre, tu vois, si c'était un morceau de 5 minutes ou 8 minutes, ou j'en sais rien. Donc ça s'est un peu goupillé comme ça. Après, je vois l'importance, je commence à voir l'importance du test quand même, on répète. C'est-à-dire que quand ça fait 25 fois que tu le fais avec devant ton répétiteur et ton metteur en scène, et que les mecs sont complètement vidés et qui connaissent toutes les vannes et que plus personne rit, tu te dis ah putain, mais là ça va être long, parce qu'en plus on avait un peu on était assez luxueux au niveau du temps de répète, parce que moi je voulais être très précautionneux, donc on a quand même compté 1 mois de répète, et je me rends compte qu'en fait peut-être 3 semaines voire 2 ça doit être possible aussi. Et puis j'ai quand même eu la chance avec Fred qui se disent qui convoque un peu des petits publics par-ci par-là. Donc avant la première officielle, on avait dû faire 3-4 publics. Ok. On a commencé avec je sais pas 5 personnes, puis la dernière j'avais fait un petit peu avant gagner par Instagram des places pour une espèce de général. Et ça nous avait quand même fait un boulimie rempli je sais pas, 100-120 personnes. Donc ça, c'était vraiment, c'était quand même des tests ne serait-ce que pour l'aisance, qu'on fait du bien, mais en tout cas, alors je sais pas si j'ai eu un cul monumental ou si j'ai un talent fou, mais c'est vrai que. Ça doit être le cul, je pense. Les premières. Non, mais c'est vrai que ces premières scènes, enfin, en tout cas, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas à changer l'entier du truc, quoi.
Et du coup, ben voilà, c'était quelque part le public qui t'attendait, c'était le public qui te connaissait de la radio. Ouais. Et là, tout d'un coup, ben, non seulement c'est en live, mais en plus, c'est un format qui est beaucoup plus long. Euh, est-ce que, est-ce que quelque part, tu as l'impression que l'attente qui était placée sur ce spectacle, euh, enfin, est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchissais pendant l'écriture? Ou bien est-ce que tu disais, ben non, c'est des formats différents, puis ma foi, ce sera, voilà, c'est autre chose. Et puis, enfin, comment tu percevais cette attente? Bah, moi, je crois que je fais quand même vachement ça. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je fais vachement ça pour moi, dans un sens. Où, je sais pas, j'ai l'impression que je dois être satisfait de ce que je fais. Mhm. Donc, c'est clair que je me serais jamais borné à. Enfin, ça me faisait chier de m'imaginer, je sais pas, reprendre. Alors, c'est un truc complètement dingue. C'est que j'ai dû faire une sélection d'orties il y a pas longtemps à envoyer à un potentiel futur employeur. Et et puis en les revoyant, j'ai essayé d'en sélectionner 10. J'ai pas tout regardé évidemment, mais en zappant un petit peu, j'ai essayé de voir lesquels me laissaient un bon souvenir ou quoi. Mhm. Et putain, je me suis rendu compte que sans le savoir, j'ai vraiment repris des textes tels quels qui me semblaient être complètement originaux au spectacle. En fait, c'est juste dans l'enchaînement des trucs, d'un coup, tu as la même idée Mhm. et tu la refais pareil, mais je croyais vraiment que le spectacle était vierge de toute redite. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Ouais, Et l'esprit humain recycle quand même des idées. Tant que c'est les tiennes, ça va. oui, ça va. C'est clair qu'on n'est pas dans le cas de certains autres. Mais en tout cas, je voulais pas me borner à faire un best-of de. Je voulais pas que les gens aient l'impression de voir un agrégat un peu de trucs que j'ai déjà fait. Donc j'avais envie de proposer un contenu original, puis j'ai l'impression que c'est aussi ce qui fait la force du spectacle, c'est d'avoir. Enfin, la force, disons, du bloc d'une heure et demie fait que tu sens que tout a été écrit pour ce moment-là. Mhm. Donc il y a forcément ça. Je pense que les pirouettes, même s'il y en a forcément, parce qu'à un moment tu as envie de parler d'un truc, de passer d'un truc à un autre, donc tu te démerdes le mieux possible pour qu'on ne voit pas que la seule chose qui gouverne ce changement, c'est maintenant j'ai envie de parler de ça. Ouais. Mais peut-être les pirouettes sont moins apparentes parce qu'il y en a moins, parce que forcément tu as un début, un milieu, une fin, tu sais où tu veux arriver. Donc voilà, mais quand tu as l'attente, non, je crois que ma seule envie, c'était que les gens soient surpris et qu'ils ressortent avec quelque chose. Et d'ailleurs, c'était une grande question qu'on avait sur la fin du spectacle, c'était quel est le dernier sentiment, tu vois, quand tu sors. Moi, j'ai l'impression d'être quand même allé à trop de spectacles d'humour qui, je sais pas, qui génèrent en toi, en sortant de la salle, une espèce de satisfaction, certes, d'avoir bien rigolé, mais pas forcément, tu vois, une question autre de qu'est-ce qu'on bouffe ou est-ce qu'on va boire une bière maintenant. Mhm. Et puis j'aimais bien l'idée de me dire que peut-être, j'espère que c'est pas trop présomptueux, mais que peut-être sur le perron du théâtre, les gens seraient un peu là. Eh ben putain, tu vois, Ok. un peu que ça puisse résonner, j'en sais rien, que ce soit 5 minutes, 30 minutes, une semaine, Mhm. mais qu'il y ait quelque chose qui fasse appel à une autre émotion que le rire. Mhm. Et j'ai l'impression que voilà, ça en fait une fin qui est peut-être moins feel good que d'autres spectacles, mais c'est vrai que moi c'est un truc que j'aime moins dans le stand-up pur et dur, c'est ce côté voilà, j'ai fait 1 heure 10, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Mhm. J'ai l'impression que après 1 heure et quelques, on peut peut-être donner au public un peu plus que juste leur dire voilà, j'ai rempli le contrat. Ouais. Ça fait penser à quelqu'un. Ouais, non, alors c'est évidemment pas mal la question. Puis c'est aussi quelque chose qui ressort, j'ai l'impression, dans pas mal de tes chroniques au niveau radio ou comme ça. Euh,
ça me fait, enfin voilà, peut-être la transition est un peu bizarre, mais moi ça me fait penser à Sexomax, où évidemment, ben voilà, c'est drôle, on parle, ben voilà, de sujets qu'on n'aborde pas nécessairement toujours en société, et puis il y a les tournures de phrases et tout ça, mais il y a de la recherche derrière. C'est des vraies informations et c'est des vrais conseils sexuels. Euh, et du coup, il y a un peu ce mélange des styles, on va dire, euh, qui est, j'ai l'impression, un peu une marque de fabrique, ou en tout cas une envie de transmettre et de fournir quelque chose qui soit plus que simplement on rigole un moment. Bah, je crois surtout que c'est une fatalité, en fait, parce que à chaque fois, enfin, tu vois, Sexomax, la naissance de Sexomax, c'est de la débilité profonde. C'est vraiment une fois, j'ai appelé Franck Mater, je sais pas si par SMS ou par juste au bureau, on bossait ensemble, puis j'ai dit, on va bouffer Sexomax, et ça le fait marrer, et il me dit, putain, c'est le meilleur nom qu'on m'ait jamais donné. Et puis, je sais pas, puis on se retrouve 3 mois après à devoir réfléchir à du contenu, et puis il dit, putain, mais Sexomax, ce serait quand même un truc marrant, ça pourrait être qui, pourrait faire quoi, et puis voilà, bah, il donnerait des conseils sexuels, mais comment, bah, de manière ultra enfantine, avec une tête de demeuré, et puis ça naît comme ça, mais je dirais l'impulsion de base, c'est vraiment faire un truc absurde et un peu insensé. Et puis, je sais pas, ouais, fatalement, mais j'ai l'impression que Fusil, c'est pareil, c'est qu'il y a une espèce de... Là aussi, ça se voulait être une pure imitation de Ted Robert. Mm-hmm. Et puis du non-sens sur non-sens, des idées qui s'enchaînent de manière complètement bancale, etc. Et puis à la fin, il y a quand même une poésie, il y a quand même une espèce de message, il y a quand même un truc qui... Donc je pense que ouais, ça doit être... Fatalement, je dois tendre à dire, je sais pas, à exprimer quand même de mes émotions dans l'humour, quoi. En tout cas, je crois pas avoir une grosse carapace à ce niveau-là, où il y a des artistes qui justement voient la scène comme une catharsis, mais qui pour autant laissent pas tout entrevoir. Moi, j'ai l'impression que je suis assez transparent par rapport à ça. Mm-hmm. J'ai une question aussi. Cette année, tu as joué à Montreux. Puis vu qu'avant, tu as tout le temps fait ton spectacle tout seul, est-ce qu'en allant à Montreux, ça t'a pas donné envie justement de faire plus de plateaux avec d'autres humoristes? Il y a toujours cette envie quand je vois tous les gens qu'on admire et qui font justement du plateau, du 5 minutes, du 8 minutes. Je me dis toujours que ça pourrait être cool. Après, il y a aussi il y a un peu quand même un truc rationnel, c'est que pour le moment j'ai ce spectacle, je sais pas, j'ai peut-être quelques peurs aussi qui gouvernent, tu vois, de se dire j'ai déjà mon spectacle à retenir, là je vais reprendre, si tout se passe bien en septembre, j'ai déjà peur d'avoir tout oublié, donc me rajouter encore des pièces de 5-8 minutes par-dessus, bah là ce que j'ai fait à Montreux, c'est que j'ai réussi tant bien que mal à transformer une partie du spectacle en je sais plus combien, 5 minutes ou 8 minutes. Mais c'est vrai que je trouve difficile dans mon style, ça me donne envie si tu veux, de faire des trucs ultra percutants courts, mais je trouve difficile dans mon style à déjà ne pas rompre complètement l'ambiance d'un plateau en étant tout d'un coup justement trop ou pas assez percutant ou trop émotionnel ou j'en sais rien. Et puis surtout ouais, peut-être cette idée de, je sais pas si, bon après dans les orties tu me diras, j'arrivais à faire passer 2-3 messages, 2-3 trucs en 8 minutes, mais je sais pas, peut-être cet exercice déjà de rapidité, en plus de comparaison avec plein de gens, je sais pas, ce truc, des fois ça me gêne un peu d'imaginer justement, quand je disais, je sais pas pourquoi j'imagine tout le temps le public sortir, et je sais pas, de me dire que dans un plateau il y a ce truc de, alors en tout cas le deuxième était pas terrible, c'est tout ça. Ah bah alors lui, la grosse surprise, hein, je sais pas, c'est un peu de cheptel comme ça, de roster, ça me fait un peu flipper d'être comparé comme ça, donc je me sens en tout cas maintenant plus à l'aise avec le fait d'être seul et d'avoir pu livrer mon truc comme je l'entendais.
Mais oui, en tout cas, à Montreux, il y avait une super ambiance. C'était cool de rencontrer les gens. C'était cool d'être au cœur du métier. C'est pas souvent qu'on peut quand même rencontrer des pontes et puis échanger un petit peu. Mais oui, en ressortant, il y avait un truc un peu colo qui donnait envie de revenir. Après, bon, il y a aussi les Montreux, c'est spécial. Il y a aussi des conditions qui sont un peu. Oui, évidemment, Un peu étrange. Un management qui est un petit peu étrange aussi, et pas toujours très artiste friendly, j'ai l'impression. Mais oui, ça donnait envie en tout cas de retenter le coup. Après, comment, je sais pas, j'aimerais bien trouver la formule pour à la fois pouvoir faire ce que je fais sans me sentir ovni. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ces plateaux, faudrait. J'étais étonné d'ailleurs d'être dans celui-là, avec Kev Adams, Eric Antoine, d'ailleurs super type Eric Antoine, mais je sais pas, plein de gens, enfin je sais pas, les styles étaient. Enfin, il y a beaucoup de la même chose. Bon, déjà, ils peuvent pas s'empêcher, tous les Français, de faire 3 minutes de leur 8 sur les Suisses, des vannes qu'on a déjà entendues 100 fois. Et du coup, qui nous intéressent pas forcément. Mais je sais pas, je me dis peut-être des plateaux un petit peu plus pointus dans la recherche de cohérence. Peut-être ça pourrait être plus. Je serais peut-être plus à l'aise là-dessus. Mais c'était aussi peut-être. Alors, je sais pas. Disons que passer de radio à spectacle sans justement passer par, j'allais dire passer par le start, c'est-à-dire les plateaux, les petites scènes, les petites choses comme ça et tout, ça fait aussi que quelque part, d'une certaine manière, tu es un peu coupé du milieu des humoristes. Parce que ton spectacle, ben, tu le fais toi avec ton team. Est-ce que quelque part, ben voilà, là à Montreux, tu as eu cette expérience-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de passer à côté, justement, cette espèce de communauté d'humoristes? Bah, je pense que la scène m'a amené en tout cas une légitimité que je cherchais. Parce que c'était dur, je trouvais, de dire à un moment quand tu disais tu fais quoi. Peut-être tu dis humoriste. Puis forcément, dans l'esprit des gens, il y a ah ouais, donc on peut te voir où? Et ben, en fait, tu peux rajouter, je sais pas, des fois dans des vidéos sur Internet. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression que l'humoriste complet a quand même un produit scénique à proposer. Donc en ça, c'est vrai que là, ça m'a peut-être enlevé un petit poids sur la conscience de me dire ça y est, je suis humoriste avec un pourtour complet. Mais oui, après dans le fait de rater quelque chose, oui, je pense que c'est une force et une faiblesse. C'est une force ça fait que je sais pas, je suis peut-être un peu moins comment dire dans la comparaison et dans le dans la comparaison et puis dans la je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression que c'est quand même un peu partout pareil dans les contextes artistiques à plusieurs. Enfin, je vois ça, moi j'ai jamais fait d'impro, mais j'ai beaucoup côtoyé le milieu de l'impro lausannois, et puis à la fois un truc super, à la fois un truc un peu malsain, tu vois, de toujours, de circuit fermé, de parler de soi, de commenter les performances des autres. Et il y a des fois, ça génère un peu, j'ai l'impression, beaucoup de souffrance à l'ego. Et c'est vrai que en ça, je suis content d'avancer un petit peu seul. Après, je crois que j'ai eu ce sentiment d'être un peu effectivement à côté de la scène, mais j'ai l'impression que la preuve en est dans ce podcast que les ponts se font quand même, et qu'au final, on a peut-être même une relation plus saine en étant comme ça intrigués les uns par les autres sans forcément se croiser toutes les semaines sur un plateau, quoi. Donc, en plus, si t'en as pas besoin, tant mieux, parce que c'est deux disciplines complètement différentes. T'es dans un spectacle, tu fais exactement ce que tu veux. Puis comme tu dis, t'as pas peut-être ces trucs de comparaison et tout. Donc effectivement, si t'en as pas besoin, il y a des gens qui en ont besoin, tu vois, parce que toi t'es connu grâce quand même à la radio. Quand on fait pas de radio, on est obligé de faire plein de plateaux pour se faire connaître. Mais est-ce qu'on les ferait forcément si on n'avait pas besoin? Je suis pas sûr. Écoute, je sais pas. Moi, en tout cas, c'était ma voix. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est une voix quand même assez chanceuse.
d'avoir pu vendre un spectacle comme ça sans avoir dû aller tester et se tester plein de fois. Mais je sais pas, je saurais pas dire s'il y a une meilleure voie qu'une autre. Après, moi, j'avais une question aussi, c'était par rapport à parce que t'es quand même le vaudois de l'année. Non, mais t'es quelqu'un quand même, t'as une grande popularité, mais je voulais savoir si ça te gênait des fois. Parce que moi, juste d'entendre des fois dans les bars des types qui gueulaient, est-ce que ça joue, ça me gonfle. Donc toi, je pense que tu dois... C'est pas ma plus grande fierté, je dirais. J'ai l'impression qu'il y a, comme tu le disais avant, qu'il y a quand même des choses dans Sexomax qui gouvernent un peu plus que les catchphrases. Enfin, tu vois, ça me rappelle, je sais pas si vous aviez vu cette série de Ricky Gervais qui s'appelle Extras. Où lui, il joue un comédien un peu qui a envie de percer et qui, à défaut de l'être, à défaut d'y arriver, fait que des seconds rôles, des seconds plans dans des films et des séries. Et puis, bon, c'est un peu un spoil, mais le jour où il y arrive effectivement, c'est avec un personnage dans une série, dans une sitcom, un personnage à la Steve Urkel. Et finalement, tout ce qu'il attendait de la célébrité se résume à être un peu quand même un acteur de seconde zone hyper populaire, mais où les gens dans la rue ne font que lui demander de dire sa catchphrase. Et c'est vrai qu'il y a un truc un petit peu mineur là-dedans qui est pas le truc qui me touche le plus avec Sexomax. Après, on peut pas non plus, je sais pas, on peut pas cracher dans la soupe et bouder le succès d'un personnage. Donc moi, c'est quand même un personnage que j'aime bien. Que je trouve qu'il y a une profondeur plus grande que juste Penny. Est-ce que ça joue? D'ailleurs, ça me rend fou quand, je sais pas, ils font ça toujours à la première quand je suis invité et qu'il y a un portrait. C'est que au lieu dans le portrait audio, au lieu de foutre quelques phrases un peu bien senties des orties ou quelque chose un peu d'émouvant, ils font une espèce de compile de moments où je braille et où je dis pénis, et je suis là, mais l'auditeur de la première qui tombe là-dessus, il se dit mais c'est qui ce branlos, quoi. Et je trouve que justement Sexomax, c'est pareil, c'est quand même un grand mot de dire ça, mais je vais le dire, c'est une œuvre qui se prend dans son entier, qui se prend dans la durée, qui se prend dans je sais pas, c'est pas que des pénis, c'est enfin, je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui confère vraiment à l'enfance, qui est vachement plus chou que juste gueuler des trucs. Alors après, si est-ce que ça joue, c'est le nouvel équivalent de bamboulé dans les carnavals et dans les festivals, je vais pas m'en plaindre. Après, oui, c'est pas mon style à moi, ça c'est sûr. C'était pas la priorité. Mais ça me manque un peu là, en fait, il y a eu plutôt un investissement dans les persos parce que le spectacle justement et puis les grosses chroniques comme les orties, ça me prenait quand même un temps assez conséquent à écrire, monter. Je faisais quand même tout pendant longtemps de A à Z, et puis après aussi avec le spectacle, je me suis dit si j'ai des bonnes idées, c'est peut-être bien de les investir dans le spectacle. Mais c'est vrai que là, maintenant que le machin tourne, j'ai l'impression que les persos en général, ça commence à avoir fait son temps. Et puis tu retrouves l'envie d'avoir quelque chose avec un peu plus un propos comme pour les orties Ouais, j'aimerais bien. Je pense que je vais pas tarder à relancer ça, ouais. Okay. Est-ce qu'on aurait un petit scoop dans notre podcast? Oh, écoute, je voudrais pas nous enlever de l'importance en vous annonçant que je l'ai déjà plus ou moins dit ailleurs. Et on rajoutera que juste avant que le podcast commence, Yann Marié nous avouait qu'il avait monté un groupe de néo-nazis. Voilà. Comme ça, c'est dit. Écoute, ils se reconnaissent à leur bonnet. Je démentirai, c'est ma parole pour que mais ouais, j'ai peut-être, il y aurait peut-être un avenir assez cool pour les orties, dont je peux pas encore parler justement. Ouf. Mais teasing.
Mais ouais. En tout cas, il y a de la demande. Je vois souvent là sur les réseaux sociaux les gens qui demandent le retour des orties. Ouais, mais il y a de la demande, mais franchement, comme je disais avant, ça doit être personnel. J'ai Ouais, non, c'est l'impression clair. parce que moi, j'adore les gens, j'adore le public, mais j'ai l'impression que c'est à la fois les plus grands amis et les plus grandes putes, quoi. Donc, il suffit que ils réclament, tu fais 3 orties où t'es pas prêt. Ouais, c'était moins bien qu'avant. C'était vraiment bien, c'était vachement mieux avant. Il est pathétique. Il avait dit que c'était fini, tu vois. Ouais, comme Roger Federer depuis 10 ans, quoi. Ouais, Oui, voilà. bon, bah, Ou un groupe il de aurait dû musique s'arrêter. qui refait un album. Voilà, les fans demandaient un nouvel album depuis tant d'années, et puis au final, tout le monde dit ah, les précédents c'est étaient quoi- mieux. Enfin, il y a un c'est danger c'est comme- dans la nostalgie. C'est comme les Non, gros étroits, quoi. vous avez vu que les Stones viennent de ressortir une chanson. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Non, mais j'ai envie d'être prêt, puis j'ai l'impression que chaque étape a besoin de son lot de surprises. Donc c'est pour ça que relancer les orties, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'il faut que Tu les amènes ailleurs. au moins, là, ce qui pourrait se passer, c'est que le spotlight serait un petit peu différent. Et ce serait vraiment cool que ça se fasse. Mais sinon, c'est vrai que. Après, les orties, c'est compliqué parce que c'est quand même, je pense, toute l'essence de ce que je fais est là-dedans. Et puis, j'ai l'impression que si je devais refaire un billet d'humeur, quel que soit le nom, alors il y aurait les gimmicks qui changeraient, j'en sais rien, il y aurait plus la définition, j'essaierais de trouver des trucs différents, mais en fin de compte, j'ai l'impression que ce sera toujours les orties. Donc la question, c'est aussi comment renouveler le truc, ou alors comment leur faire pareil, mais de manière totalement assumée, de manière que ça puisse quand même donner un coup de fouet différent. Que ça ne devienne pas non plus une caricature de ce que tu faisais avant et que, enfin. Bah, ça ne le serait pas, mais j'ai l'impression que sans rentrer dans la self-caricature, il y a quand même un truc de n'importe quel produit long, ça commence à faire chier. Enfin, tu vois, n'importe quoi. Tu commences une série. Là, tu vois, on a commencé avec ma copine une série sur Netflix. On se lance. Après 5 épisodes, on se dit, mais en fait, il y en a combien? Et puis, t'as beau être à fond dedans, tu vois 5 saisons à 22 épisodes, t'es là, oh putain, quoi. Et forcément, je sais pas, toutes les séries, à la fin, tu te dis, mais bon, qu'on en finisse. Ouais. Donc, soit faut faire des grandes pauses et se faire un petit peu oublier de temps en temps, soit faut être vachement carré c'est pour ça d'ailleurs que je trouvais que c'était cool d'arrêter les orties à un moment où ça marchait encore. Et d'ailleurs, justement dans cette idée de garder un peu le feu sacré et puis un peu la fraîcheur dans ce que tu fais, est-ce que ton spectacle, tu évolues le texte au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a des éléments que tu modifies? Ou est-ce que tu l'as gardé vraiment comme voilà, l'œuvre qui a été écrite, jouée pour la première fois, et puis c'est ça qui tourne? Non, il bouge. Enfin, il a bougé, il a pas mal bougé. Après, je pense que c'est pas des changements. C'est des grands changements pour moi dans la façon de livrer. Mais je pense que quelqu'un qui l'a vu au début et qui revient maintenant, il va pas être dépaysé. Non, il va pas être dépaysé. Disons que la construction permet pas de changer des blocs entiers. Il y a eu des coupes par rapport au début. Je trouvais que la fin, on avait un gros débat depuis longtemps avec Fred sur est-ce qu'il fallait pas envoyer la fin un petit peu plus vite plutôt que de rouvrir un tiroir et risquer l'encroutage un peu avant qu'on en finisse, justement. Moi, j'ai longtemps bataillé, et puis à la reprise, après les vacances d'été, là, 2019, je me suis dit, bon, allez, on essaye la coupe. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que la fin est beaucoup plus courte maintenant, mais je sais pas, j'ai dû finir la saison à 1h40 avec les coupes. J'arrive à 1h20 en début de reprise. Ce qui est déjà conséquent comme spectacle seul en scène. Oui, ouais, c'est assez conséquent. Et maintenant, en n'ayant rien changé depuis les coupes et depuis 1h20, je suis à nouveau à 1h34. Alors, je sais pas si j'en rajoute des caisses sur des passages ou quoi pour avoir regagné 14 minutes en ayant coupé 20. Mais
Mais en tout cas, c'est à peu près la durée du truc maintenant. Et puis oui, des fois, je change. Enfin, forcément aussi même pour soi-même, tout d'un coup, mettre une nouvelle petite idée quelque part, ça fait toujours du bien de tester quelque chose et de voir si ça marche. Mais c'est vrai que non, en tout cas, le spectacle n'est pas radicalement changé. Ok. Et en termes voilà, justement, tu disais que tu avais quelques expériences de scène avant de commencer, puis du coup, tu te lances sur un truc assez gigantesque. Moi, dans mon expérience, les premières scènes que j'ai faites, c'est des scènes où j'ai eu énormément de plaisir, mais justement parce qu'il y avait un stress gigantesque qui allait avec. Et c'est devenu quasiment une drogue. Et là, ce confinement, le fait de ne pas pouvoir monter sur scène, c'est assez compliqué parce que ce rush de la scène me manque. Comment toi, tu as vécu justement ces choses? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Bah, je t'ai dit, quoi, pragmatique, y a pas. T'es la zénitude incarnée, en fait. Bah, je crois que il y a un truc un peu thérapeutique enfin, je sais pas, j'ai l'impression que si j'ai une carapace, plus que, en tout cas, dans la livraison des émotions, c'est plus par rapport à mes propres angoisses. Je sais que j'ai eu je dirais une adolescence et une jeune adulthood assez angoissée sur plein de trucs, mais de trucs profonds à des conneries. Mais tu vois, je me rappelle d'un peu de nervous breakdown, des veilles d'examen oraux à l'uni ou des trucs comme ça, où vraiment je sais pas, t'as l'impression de plus rien savoir, que le mec en face va te défoncer, enfin, des trucs vraiment, des crises de panique par rapport à des choses comme ça. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un twist un jour, je sais pas exactement à quelle occasion dans ma vie, mais de repousser ce genre d'émotion le plus possible en se disant, mais tu vois, par exemple, si on prend l'exemple du spectacle, de me dire, mais ce sera, je sais pas, ça arrivera dans 6 mois, alors laissons-le arriver. Et enfin, disons, j'ai anticipé le moins possible. Et puis juste vivre les choses quand elles arrivent. Et puis, et je pense maintenant, bah, cette philosophie me joue des tours à certains moments. C'est que tout d'un coup, tu peux. Enfin, c'est pas trop mal d'anticiper. Des fois, ça te permet d'être un petit peu plus prêt et moins surpris par des choses qui se passent. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça me fait gagner des années de vie de beaucoup moins ruminer en fait les choses. Donc ouais, je suis devenu, je sais pas si c'est de la zénitude, mais en tout cas, j'essaie de mettre un peu de sagesse dans mes angoisses. Donc non, je dirais pour le moment ça me manque pas trop. J'espère surtout qu'on va pouvoir les faire assez vite et que bon, heureusement c'est pas un spectacle d'actu, donc le propos reste intemporel. C'est pas genre t'as le Covid et puis t'as fait tout un spectacle sur je sais pas je trouve pas, j'ai pas trouvé l'exemple. Mais justement, justement tout ce coronavirus et le Covid et tout ça, enfin la société dans son ensemble est en train de vivre un truc assez phénoménal, assez marquant. D'une certaine manière, la première fois ou les premières fois qu'on va remonter sur scène, on va devoir en parler, on va devoir adresser ce truc, non? Ou bien c'est business as usual et puis... Enfin, je sais non, pas. bah, non, t'as raison. Je pense que... mais après, c'est dur d'évaluer le degré de changement de la société maintenant, je pense. Mais c'est clair qu'en tout cas, la première après ça va être difficile. Elle va être bizarre. Elle va être bizarre. Puis je pense qu'en tout cas, comme je perçois mon spectacle, j'ai l'impression que ça me tuera pas ou ça tuera pas le propos de faire une allusion ou deux, tu vois, de trouver une manière un peu de... Je pense que ça se prépare. Ça se prépare. Mais j'ai même l'impression que c'est un truc... Enfin, comme je le vois, j'ai l'impression que je pourrais le faire maintenant que je l'ai bien dans les pattes et que... Bon, après, il y a comme la problématique de s'en rappeler le jour J. mais comme je l'ai bien dans les pattes, j'ai presque l'impression que ça pourrait même être des apartés qui
qui viennent en direct au moment où tu dis quelque chose. Tu vois. Ouais. Moi qui ai vu ton spectacle maintenant, enfin je l'ai vu quand tu as joué au Métropole, là. Ouais. Je me dis effectivement que même le Covid, en fait, tu pourrais le caser dedans comme. Enfin, ça a un rapport avec, au fait, au final, si tu suis. Bah, ça a un rapport avec le grand n'importe quoi de notre Notre existence. Ouais. Et dans la famille, on est peu de choses. Je pense que là, ça se pose quand même en maître. Ouais, clairement. C'est effectivement une période assez fascinante à observer. Là, tout à l'heure, tu te demandais à quel point est-ce que notre société allait véritablement changer. Je trouve assez remarquable, comme notamment sur les réseaux sociaux, il y a des grands élans de la société, on va la changer entièrement, on va être plus éthique, plus équitable, plus locaux, plus tout ça. Et tout d'un coup, on déconfine et il y a des bouchons devant les McDrive, quoi. Ouais. Et je sais... Oui, c'était une sacrée première image de déconfinement. Ouais, je me suis dit que ça disait beaucoup de choses de notre société, pas nécessairement les belles choses. Mais... Écoute, c'est dur à dire, je crois, mais effectivement, plus on s'approche de la fin, enfin j'espère, plus, je sais pas, je me dis... Le premier déconfinement. Ouais. Je disais avant, ça me faisait marrer de... Je sais pas, d'imaginer, tu sais, j'imaginais un message l'année prochaine autour de la mi-mars en disant vous allez faire quoi pour le confinement 2021. Ça devenait un peu un rendez-vous. Ouais, chaque année, même période. mais oui, c'est dur. Puis en fait, j'ai l'impression que malgré tout, l'accent... Enfin, c'est marrant parce que même un truc comme ce qui nous arrive maintenant, encore à masquer les vrais défauts, j'ai l'impression, de notre système. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... Enfin, il y a eu des ersatz de discussion. J'espère vraiment que ça va faire prendre conscience aux gens certaines choses, mais je sais pas, j'ai l'impression que avant toute chose, ça a stabilobossé plein d'inégalités et de différences. Ça creuse des écarts. C'est ça le plus gros truc en ce moment, c'est la finance. Et pas que la finance, c'est les écoles aussi. Ma femme qui est prof, justement, elle m'a dit que ça creusait les écarts. Justement, ceux qui avaient un peu plus de peine avec ceux qui étaient meilleurs. Maintenant, c'est encore pire. Oui, mais après, j'ai l'impression que en fait, tout, que ce soit de tous les combats, toutes les causes, tous les écarts de richesse, d'éducation, etc., ont quand même une source, une racine dans les mots, ces inégalités qui sont liées, à mon avis, au fait qu'il y a ces chiffres qu'on lit en rigolant chaque année, je sais pas où on en est maintenant, mais 6% de la population mondiale a autant de fric que tout le reste. Je sais pas, c'est un truc, ça peut pas bien se passer avec ça. On a toutes les conditions, j'ai l'impression, de collapse. Mais là, dans cette période de coronavirus, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal quelque part de tentatives d'adresser des formes d'injustice, ce genre de choses, mais que quelque part le rythme médiatique est tellement soutenu que ça passe rapidement à la suite. Pas d'accord, ouais. Des initiatives, voilà, tu étais notamment un peu à une figure de proue c'était quoi, hashtag un vrai merci ou un truc comme ça qui visait justement à faire en sorte que les grandes enseignes Coop, Migros et les autres rémunèrent de manière plus juste et aussi en fonction du risque leurs collaborateurs qui sont en première ligne. Et puis ça a fait beaucoup de bruit pendant 2, 3, 4 jours. Et puis après notamment toi mais d'autres personnes ont essayé de faire un petit peu un suivi, un rappel, etc. Mais quelque part le rythme médiatique est tellement effréné. On a des conférences de presse tout le temps. C'est un peu du pain, quoi. Donc, mais c'est chiant parce que c'est un truc dont je me rends compte maintenant, c'est que toute cause a besoin déjà
faut que le timing soit parfait. Parce que tu vois, enfin, je repensais à cette vidéo que Wiesel avait faite en 2017, que j'ai repostée d'ailleurs dernièrement sur Instagram, où il faisait un peu le plébiscite de cette initiative lancée par les infirmières et les infirmiers qui s'appelait Pour des soins infirmiers forts. C'est une initiative, je crois, qui a passé la rampe, mais qui est en discussion depuis 2 ans, toujours au Parlement, de savoir comment on va voter là-dessus. Mais enfin, tu vois, Wiesel en 2017, c'était pas un Joe Clodo, quoi, même si elle prend toujours plus d'ampleur. Mais tu regardes les stats tu regardes les stats de sa vidéo, c'est pas du tout en lien avec ce qu'il peut faire. Ouais. Donc ça veut dire que maintenant c'est un truc qui passionne les foules. Il y a 2 ans, tout le monde s'en battait les couilles. Et puis c'est des trucs, je sais pas, faut les sortir au bon moment. Et puis oui, effectivement, quand tu parles d'un vrai merci, moi ça me fait chier un peu parce que c'est un truc qui venait du cœur, c'était vraiment sincère. Il y avait pas de, enfin j'essayais de le faire de la manière la moins moussante pour moi possible. Parce que c'est aussi pour ça que je me suis calmé dernièrement, parce que j'ai l'impression que la limite déjà entre humoriste et politique est ténue, la limite entre sincère et surfant sur la vague est ténue aussi. Donc je trouve que c'est toujours, ça demande beaucoup de réflexion sur comment tu t'exposes et comment tu parles des choses. Mais là, en l'occurrence, comme tu dis, j'ai l'impression que, enfin, quand j'ai relancé ce truc, je dirais 2 semaines après, même dans tous les gens du métier, donc de l'alimentation, qui m'avaient donné des témoignages 2 semaines auparavant, j'ai dit on en est où, est-ce que vous êtes satisfait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on relance, machin. J'ai eu 4 réponses, alors que j'en ai eu 150 la première fois. Donc tu dis, si même les gens concernés sont moins dedans, je vais pas y arriver tout seul, quoi. Alors je sais pas trop, je sais pas comment en fait reprendre le combat sans avoir l'air d'être un type qui dit regardez-moi, vous vous rappelez, j'avais fait ça, tu vois. Et à un moment tu te dis, si ça se passe pas sur un plan politique, je sais pas quoi faire. Moi, j'ai pas envie d'être politicien, donc c'est vrai que ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est que je pense pas que ça ait servi à rien, parce que ça a mis le débat sur la table, ça a éveillé les consciences. Aldi a fait quelque chose. Je sais pas si c'est grâce à ça ou si c'était déjà prévu, mais je pense qu'en tout cas, c'était un débat public qui avait besoin d'avoir. Je suis content de l'avoir amené, mais c'est vrai que ce qui m'embête un peu, c'est en fait rester un peu dans l'histoire récente et locale comme une espèce de tribun un peu qui a voulu faire un truc héroïque et qu'en fait ça a servi à pas grand chose, mais que tu sais, l'image reste en disant putain il est vraiment concerné, mais que finalement le résultat on s'en bat les couilles, alors que j'aurais bien aimé avoir un résultat. Je réfléchis d'ailleurs toujours à comment relancer les trucs, mais c'est vrai que si les gens se satisfont de l'élan et pas vraiment de la conclusion, mais ça c'est très médiatique comme phénomène, hein. Enfin, je me rappelle toujours quand j'étais en étudiant en criminologie, il y avait d'ailleurs un mec qui était super, mais qui s'est flingué depuis Olivier Guégnat, qui était le chef de la police de police de sûreté de Neuchâtel, après au Jura. Et il nous a raconté, il commençait son cours avec une couve de Saturne, le magazine satirique de l'époque, et c'était marqué l'enquête la plus nulle de Suisse. Et c'était un petit Sherlock Holmes avec une loupe sur un caca. Et en fait, il a raconté qu'il était à la tête de cette enquête. Et c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'enquête du sadique zoophile. C'était en 2005. C'était une histoire qui avait passionné les foules. C'était hallucinant. Il y avait des animaux qu'on retrouvait avec les couilles arrachées, morts dans des prés. Puis après 3 occurrences... il y avait les médias avaient décidé. En fait, c'était parti d'un flic qui avait fait un constat après la troisième carcasse découverte, qui avait mis dans son PV la pauvre bête. Tu vois, il y avait beaucoup d'émotions dans son PV. Et la pauvre bête s'est fait arracher les parties avec, semble-t-il, un objet contondant de type cisaille ou je sais pas quoi. Et puis en fait, les médias s'en étaient emparés, c'était devenu le sadique zoophile, et puis c'était une histoire qui a duré des mois, où à la fin, je te jure, il y avait le matin,
qui faisait ces manchettes et qui s'adressait directement aux criminels, qui disait « Méfie-toi, sadique zoophile, la police est à tes trousses ». Ou « L'étau se resserre sur le sadique zoophile du Val de Travers ». Il y a eu TF1 7 à 8 qui avait fait des reportages avec des trucs mais ultra émo où ils interrogeaient un des propriétaires d'un petit âne qui s'appelait Coca. Ils en parlaient comme d'un petit être, enfin d'un copain, tu vois. Ouais, les zoophiles l'aimaient bien et puis voilà, maintenant il était victime du disait toujours bonjour. Et en fait, donc tu vois, t'as des mois et des mois de suivi médiatique de ce truc avec des coups d'éclat, les machins, les trucs. Et puis il nous raconte, lui, comment ils ont mené l'enquête, c'est-à-dire qu'ils sont allés faire des tests, comme personne ne sait exactement ce que ça fait d'arracher les couilles d'une vache. Ils ont fait des tests dégueulasses, 1 sur 1 en laboratoire dans des abattoirs et tout, pour voir quelle arme avait pu être utilisée. Et puis au fur et à mesure que l'enquête avançait, il semblait de plus en plus probable que le sadique zoophile soit un renard. Ouais. Ou n'importe quel carnivore. C'est-à-dire que plus ils avançaient, plus ils se sont rendus compte que même statistiquement, il n'y avait pas plus de cadavres d'animaux cette année-là avec des parties arrachées que les autres années. Et puis en gros, la conclusion de l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas de sadique zoophile, mais il n'y avait que des goupilles qui traînaient un peu et qui se tapaient des vachettes, quoi, et des ânes. Et ça, cette conclusion-là, quand tu vois la façon dont ça a été traité dans les médias, la conclusion, il nous a retrouvé un journal dans lequel il y avait la fin de l'enquête, et c'était un encart dans une colonne, tu sais, avec les news, Shakira a écrit un livre, au fait, le sadique zoophile était en fait un renard. Donc, c'est encore une fois la conclusion. Tout ça pour dire que la conclusion, les gens n'ont pas grand-chose à foutre. C'est que c'est souvent plus ce qui est éclatant, c'est l'élan et le suivi, mais la fin, c'est un peu le sentiment que j'ai avec cette histoire. Ouais, le travail de longue haleine c'est pas médiatique. Non, c'est pas médiatique. Non. Ça parle pas. À moins qu'il y ait un événement ou que ce travail de longue haleine soit récompensé par un prix Nobel ou j'en sais rien quoi, où là tout d'un coup les scientifiques deviennent des superstars. Ouais. Mais sinon, les gens qui font leur boulot tous les jours, mais qui accomplissent des trucs fantastiques, la présence médiatique, elle est pas là, quoi. C'est la grande question des infirmiers en ce moment, tu vois, c'est que, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas du tout de sotte manifestation de soutien, c'est-à-dire que je ne crois pas du tout quand je vois un peu les tristes cires qui chient sur ces applaudissements, disant que c'est pathétique et tout, je sais pas, tant que l'élan est là, ça peut pas faire de mal, après c'est sûr que ça suffira pas. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même une question de... Ouais, quand et si ce truc-là sera derrière nous, est-ce qu'on s'en rappellera? Tu vois, j'ai l'impression qu'on peut faire toutes les démarches qu'on veut, toutes les manifestations de soutien qu'on veut, même des collectes de dons à la population pour aider. Il y a un moment où quand il faudra être là, c'est quand on nous propose politiquement des solutions, quand cette fameuse initiative sera vraiment dans les blocs et qu'on pourra voter dessus, là, ce sera vraiment dommage de voir un taux de participation de 23%. Donc, je pense que c'est ça dont les gens ont besoin. C'est aussi les infirmières, c'est de sentir que voilà, c'est pas juste un peu un petit sucre de maintenant et que le moment où on pourra vraiment changer les choses, il faudra être là, quoi. Et ça, on le verra un petit peu... le temps dira ce qu'on en fera en tant que société. C'est un petit peu connexe, mais justement parmi ces différentes initiatives pour soutenir différents milieux, il y a je ne sais pas si c'est terminé maintenant, mais une vente aux enchères au profit de la chaîne du bonheur, sauf erreur. Oui, c'est ça. Oui. Où différentes personnes proposent différentes choses. Et toi, sauf erreur, tu as proposé une paire de baskets. Oui. Une très belle paire de baskets.
Une très belle paire de baskets qui visiblement ne vaut pas pour autant une fondue avec Nouria Gorité. vu que ma paire de baskets est actuellement évaluée à 692 francs, alors que la fondue avec Nouria Gorité, on est au dernier nouvelle à 7517. Ah ouais. Mais c'est un peu, ça en devient flippant. Enfin, moi, ceci dit, la fondue, il va falloir des très longues fourchettes pour maintenir les distances sociales. Hein. Oui, alors c'est le truc le moins Covid-friendly de l'histoire. Et puis Decathlon. Donc ils sont pas prêts de la faire. Ouais. Mais je sais pas si c'est. Enfin, moi, je penserais quand même à investir dans un service de sécurité le jour J. Oui. Mais après, voilà, c'est une paire. Moi, je collectionne les baskets et c'est ma paire préférée que j'avais en 2 exemplaires. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait partir à un prix. Enfin, ça pouvait être déjà un cadeau symboliquement intéressant pour moi et puis partir à un prix intéressant. Je pense que là, elle arrive au prix qu'elle vaut. Vu que neuf, j'ai vu un peu les courbes, c'est 800 balles. Là, on est à 700 pour un truc porté moins de 10 fois. Après, si d'aventure ma petite notoriété pouvait faire que ça serve à quelque chose, ça les fasse monter plus haut, tant mieux. Mais non, je trouve que c'est un prix cool. Après coup, je me dis que ça aurait peut-être pu rapporter plus de pognon. J'ai même pas pensé à faire, je sais pas, des orties personnalisées ou quelque chose comme ça, mais peut-être que ça aurait rapporté. Il me semblait que, qu'est-ce que j'ai vu, Thomas Wiesel proposait de roaster une personne, enfin de faire des blagues custom sur une personne. Ouais, j'ai vu, ça marche bien, il doit être dans les 2000 balles, je sais pas exactement. Ah ouais, pas mal. Mais oui, ouais, si je pouvais le refaire, peut-être je ferais ça. Mais en même temps, j'avais ce truc mais du coup de comparaison aussi qui je crois fait toujours un peu. Enfin, tu vois, si tu mets un truc artistique en vente, il y a tout de suite quelque chose de, je sais pas, ta valeur qui va s'en dégager. J'aime pas trop ça. Ouais, je sais pas. Enfin, voilà, c'est pour la chaîne du bonheur, c'est pas le. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais du coup, petite question un tout petit peu comme ça en passant, les baskets qui semblent être un sujet récurrent et qui prennent pas mal de place à la fois dans ta vie et dans ton appartement, si j'ai bien compris. Ouais. D'où ça vient cette passion pour les baskets ? Écoute, ça vient d'une passion. J'ai l'impression que les gens, enfin je sais pas quel âge vous avez, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop loin les uns des autres. À peu près, ouais. Qu'on a tous eu une passion à un moment donné pour la NBA. Qui a fait que on admirait les Jordan et les trucs comme ça. Après, je sais pas, c'est un peu un truc Madeleine de Proust, quoi, et aussi une espèce de petite vengeance de voir toutes ces choses flambant neuves au pied des basketteurs et de un jour avoir un salaire qui permet de se venger de toutes ces années où il fallait demander à ses parents pour avoir une paire des fois pour son année. une paire de cubes. Et puis moi j'ai un truc, je pense que j'ai quand même une inclinaison pour la mode qui fait que j'ai l'impression que la chaussure est un peu le truc tu sais qui finit le style. Enfin, surtout comme tu vois maintenant que le hipstérisme est poussé à des confinements jamais vus, ou que, je sais pas, à la fin, pour faire la différence entre un clodo et un mec stylé, faut peut-être regarder les chaussures. Il faut que la personne laisse l'étiquette du prix sur ses habits, en fait. Mais au demeurant, c'est une passion assez vaine. Hein. Enfin, je fais partie de groupes, on essaye de promouvoir un peu cette street culture, machin, alors qu'on est tous des fils de... enfin, je veux dire qu'on n'est pas ghetto pour un sou, mais après, c'est... moi, j'aime bien ça, puis j'aime bien partager ce truc, mais ce serait dur de militer pour dire que c'est quelque chose de vraiment passionnant, quoi. D'ailleurs, tu regardes les articles de journaux qui essayent d'en faire des trucs, ça tourne toujours autour de... à combien a été vendue cette paire. Ouais. Des gens qui achètent des trucs, c'est difficile surtout des trucs en plus faits par des multinationales à l'éthique parfois douteuse, même si j'ai l'impression que Nike fait quand même beaucoup d'efforts, en tout cas publiquement pour se donner l'impression d'être une bonne boîte.
Mais oui, ça consiste avant tout à acheter des choses. Donc j'essaye quand même de pas sombrer dans un truc où ça me fait me sentir important d'avoir des chaussures chères, quoi. Mhm. Mais j'aime quand même bien ça, donc j'essaie de naviguer entre cette dichotomie du vin et du passionné. Bah voilà, ça fait partie de la complexité du personnage Yann Marguet. Euh, et puis on en est tous un tout petit peu là. Moi je vois pendant ce confinement les achats compulsifs et les commandes sur internet qui ont pu se succéder. Ben voilà, on a tous un bout ça, et puis un bout on a aussi envie de soutenir des causes plus nobles. Et puis Bah oui, puis on fait ce qu'on peut, quoi. c'est ça, exactement. Et Exactement. puis j'ai l'impression, surtout pour clore, je sais pas, il y a quand même un truc à trouver par rapport à l'humour, où c'est quand même des contradictions. Enfin, moi, en tout cas, le truc qui me fait le plus marrer, c'est nos contradictions. Mhm. Donc, je pense qu'être honnête là-dessus et pouvoir justement. Enfin, moi, je sais pas, je pense que ce qui gouverne ce que je fais, c'est vraiment comment être le moins une merde possible. Eh Et bien, non pas la meilleure. Pas comment être la meilleure personne possible, mais plus la moins deg. Ouais, c'est ça. eh bien, c'est une très belle parole pour terminer notre podcast. J'aimerais te remercier d'avoir pris ce temps avec nous. Avec Euh, plaisir, c'était cool. et puis, on se réjouit de te voir sur scène, j'espère, le plus rapidement possible. J'espère aussi. Et puis en attendant, ben, au travers des chroniques sur la 3. Merci beaucoup, Yann, et puis Merci à vous. à une prochaine. Ciao. Ciao.